devrait vous plaire également. Ça s'appelle De Jésus-Christ à Kim Kardashian, donc les techniques pour influencer les masses, clients, communauté, citoyens. Et donc c'est Laurent Moisson qui nous rejoint sur scène. Bonjour Laurent. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci d'être là parmi nous. Bon. Présent. Alors je vous propose de commencer. C'est bon, la slide fonctionne. Alors attendez, on va quand même faire un petit test avant. Ça y est. Ça fonctionne et j'ai été trop vite. Voilà. Alors, je vais commencer par une révélation assez fracassante, en vous apprenant que l'influence n'a pas été inventée par ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. C'est une technique d'exercice du pouvoir qui est assez vieille et qui permet, par exemple à moi, de vous faire faire quelque chose sans utiliser ni mon statut, je ne fais pas péter les galons, ni la force, simplement en vous influençant. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est utilisée. Alors, elle est parfois utilisée dans le leadership, de plus en plus, on va le voir, mais elle a été surtout utilisée dans tout ce qui s'approche de la séduction, c'est-à-dire évidemment la vente, la communication, quelque part la publicité est une forme d'influence, et également tout ce qui peut toucher à la politique à partir du moment où on élit ses gouvernants. Voilà. Donc, quelle est la caractéristique de notre époque par rapport à ce mode d'exercice du pouvoir? C'est qu'il est en train de prendre le dessus sur ces deux cousines, que sont la force et le statut, parce que ces deux-là sont un petit peu en train de s'effondrer, en tout cas de devenir beaucoup moins à la mode. La force, évidemment, je déconseille son usage en matière de management dans l'entreprise. Ça ne marche plus très bien. Quant au statut, il n'y a qu'à voir comment on traite un président de la République en ce moment pour se rendre compte que le statut ne protège plus personne. Donc du coup, en fait, l'influence prend le pas dans le domaine de l'exercice du pouvoir, et on va voir que ça change énormément de choses. Parce que notre époque a tendance à essayer de beaucoup plus... En fait, on essaye d'inspirer plutôt que d'engueuler ou de contraindre ou de donner des ordres. Donc ça, c'est un changement assez majeur, et on va voir que tout le monde s'en réjouit, mais ça a des impacts assez forts sur les organisations. Alors, cette influence, outre le fait d'être un mode d'exercice du pouvoir, ça vient de la nuit des temps. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très naturel. Ça nous a été donné à la naissance, et du coup, les éléments qui vont le plus influencer nos contemporains, ce ne sont pas les grandes théories, ce n'est pas tellement les discours assez rationnels, ce n'est pas les jolis slides avec des crowbars partout, c'est tout simplement nos hormones, nos émotions, et tout ce qui va toucher à ça, notamment les biais du cerveau. C'est-à-dire qu'on a une déformation quasi animale qui va nous faire regarder la réalité avec un biais. C'est parfaitement naturel, et on avait exactement les mêmes réflexes il y a 3000 ans que maintenant, quel que soit le mode d'évolution de la culture, et qui vont faire qu'on sera influencé par des mécaniques qui finalement perdurent parce qu'elles sont dues à notre état d'être humain. Voilà. Donc finalement, après 2000 ans, même peut-être 3000 de moralisme qui nous expliquait que nous n'étions pas des animaux, on était supérieurs, il ne fallait pas se comporter comme eux, il fallait écouter la raison et pas les passions. Finalement, la science nous révèle en ce moment que si, d'abord et avant tout, nous sommes des mammifères influencés par des choses comme le son d'une voix, comme l'affection qu'on porte à quelqu'un, beaucoup plus par ce qu'il va le dire. On fait plus attention à qui dit quelque chose qu'à ce qui est dit. Pour exemple, très récemment, on a Joe Biden qui vient d'expliquer que finalement, le coronavirus, c'était peut-être un accident de laboratoire, ce qu'avait dit Donald Trump. Mais enfin, Donald Trump, on n'aime pas trop, donc on disait que c'était des foutaises. Et maintenant, on a quelqu'un qu'on respecte, donc on va dire ça. Bon, typiquement, c'est ça. Alors, on est influencé par des biais, notamment le biais de la familiarité. C'est-à-dire que, comme on a de l'émotion, et que cette émotion va générer de la confiance en quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette émotion, ça peut générer de l'amour. L'amour, c'est pour sa famille, c'est pour les siens. On a tendance à vouloir les protéger. Donc, quelque part, c'est un biais qui va faire que ça sauvegarde un petit peu la tribu. Ça a des conséquences sur notre capacité à être objectif. Parce que du coup, on va plus écouter les gens qu'on aime que les gens qu'on n'aime pas, même quand les gens qu'on aime ne sont pas compétents. Donc, vous voyez ce monsieur-là, qui est
Jean-Claude, qui jusqu'à présent était plutôt dans les bars ou alors qu'on voyait le week-end et qui nous balançait ses théories un peu fumeuses. Bon, on le connaissait bien, on l'aimait bien. Finalement, par contagion, il nous convainquait. Mais à l'époque, il n'avait pas de médias, c'est-à-dire qu'il n'avait que sa parole pour nous convaincre. Maintenant, il y a les médias sociaux, c'est-à-dire qu'il peut capter une influence considérable simplement par capillarité, parce qu'il va me convaincre moi, je vais convaincre ceux qui sont autour de moi que cette personne est crédible, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire que la capacité, l'autorité que vous allez pouvoir faire ne pèse pas lourd par rapport à ce biais de familiarité. De toute façon, ça, encore une fois, ce n'est pas les neurosciences qui ont été les premières à le dire. Tous les philosophes, dans l'histoire de la philosophie, ont expliqué que les passions étaient souvent bien supérieures à la raison. Vous avez cette très belle citation de La Rochefoucauld qui le dit, les passions sont des orateurs qui persuadent toujours. Et donc, finalement, moi j'ai écouté depuis le début de ces conférences que c'était super, il fallait donner des trucs positifs, moraux, il fallait inspirer. Ok, mais n'oubliez pas que ce sont les sentiments qui font avancer le plus les gens et qui les transforment. Donc, n'oubliez pas la peur. La peur, ce n'est pas très à la mode en ce moment. Je peux vous dire que les gens qui, aujourd'hui, ont réussi à sensibiliser le monde sur la problématique du climat, s'ils n'avaient simplement été en train de dire « Regardez, j'ai des stats, regardez, c'est quand même mieux de se comporter comme ça », on n'en serait pas là. On a bien vu hier, avec les gens qui ont parlé de la RSE, que les actions coup de poing, que les cabales qui se prenaient sur les médias sociaux faisaient beaucoup plus avancer les marques que le discours de fond. Voilà. Donc la peur est probablement l'un des drivers de changement les plus importants de l'humanité. Alors vous avez autre chose, parce que finalement la peur c'est l'instinct de survie, vous avez aussi l'instinct de reproduction qui quelque part donne le désir, et puis un petit peu des sous-jacents du désir qui peuvent être notamment la cupidité. Quand on voit les mêmes personnes qui vous expliquent qu'ils sont en train de changer, de devenir beaucoup plus moralistes, et vous voyez le cours du Bitcoin, vous dites que a priori, les instincts grégaires basés autour de la cupidité fonctionnent toujours. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire, attention à l'influence de la morale, on a tendance à la surestimer. Regardez bien si cette morale est alignée avec les éléments intrinsèques de l'être humain. Et une des bonnes choses à faire là-dessus, c'est d'aligner l'intérêt avec la morale. Quand vous arrivez à faire ça, la morale, ça amène du bien, l'intérêt, ça amène de l'efficacité, là, vous avez quelque chose qui tient. Alors, sauf que ce que je vous dis, ça c'est d'être humain à être humain. C'est-à-dire qu'on s'influence parce que vous entendez ma voix, vous me voyez, vous machin, donc j'ai une capacité à vous influencer qui est complètement grégaire, mais qui est efficace. Maintenant, comment est-ce qu'on influence les masses ? Pour ça, il a fallu structurer des médias de masse. Alors, je pense que la meilleure façon de vous faire comprendre comment ça fonctionne, c'est de venir finalement à la première grande campagne d'influence qui a été menée sur, on va dire, une échelle planétaire. Alors non, c'est pas Google, non, c'est pas Facebook, non, c'est pas Disney, c'est l'Église romaine. Donc l'Église romaine, finalement, il y a à peu près tous les éléments qui aujourd'hui structurent une influence de façon efficace. Vous avez d'abord du storytelling. Il y a quelqu'un qui, à l'époque où les dieux étaient vengeurs, ou que c'était des animaux un peu étranges et mystérieux, qui vous a expliqué pas du tout. C'était un individu de chair et d'os, que tous les saints autour de lui, tous les apôtres, c'est des gens faillibles, ça pourrait être the boy next door, quoi. Et à la fin, il se fait crucifier, il meurt comme nous, un truc de dingue. Bon, 3 jours, mais quand même. Donc ça, cette capacité à avoir compris qu'on allait transmettre et influencer beaucoup plus facilement avec des arguments qui nous touchent, nous en tant qu'êtres humains, à incarner ça avec finalement un visage humain, ça a été incroyable. Deuxième truc qui a très très bien fonctionné, c'est que ça s'est appuyé sur le média de l'époque, parce que pour qu'un média devienne dominant, il doit d'abord utiliser les codes du média d'avant, et le média d'avant, ce n'était pas vraiment un média, mais c'était la rumeur, le bouche à oreille, qui est finalement la façon de transmettre un message la plus naturelle et spontanée à l'homme. D'accord ? Alors on va voir que c'est assez intéressant, parce que finalement, ce qui explique une partie du succès des médias sociaux, c'est qu'on a outillé la rumeur. On lui a donné un outil extrêmement puissant, mais que ça revient à cet élément très grégaire qui est le bouche à oreille. Alors, voilà, le bouche à oreille, ça a ses caractéristiques. Numéro 1, c'est un petit peu une information qui part dans tous les sens, c'est-à-dire que ce que je vais vous expliquer, vous allez répéter, et puis ça sera répété, et à la fin, ça ne ressemblera plus vraiment à ce que j'ai dit. Donc, vous avez un problème de cohérence.
C'est ce qui a fait d'ailleurs que les premières églises les églises, c'est-à-dire des groupements de personnes qui suivaient un apôtre ou n'importe qui, finalement avaient une vision de cette religion qui était différente. Il y a eu plusieurs dizaines d'évangiles qui étaient là, et donc il a fallu un petit peu les structurer pour avoir un discours un petit peu efficace. Donc ça, c'est ce qu'a fait finalement Constantin. Donc Constantin, pour vous expliquer le succès du christianisme, on est passé de quelqu'un qui s'est fait crucifier vers l'an 30-33 en Judée, c'est un endroit où personne, c'est vraiment pas les Champs-Élysées de l'Empire romain de l'époque, et trois siècles et demi plus tard, il est fils de Dieu. Donc en matière d'ascension sociale, c'est pas mal. Donc il a réussi à faire ça avec toutes ces techniques. Mais à un moment donné, il y a un tenant de l'autorité du coin qui a dit « mais moi, je vais en faire la religion d'État ». Pourquoi ? Parce que ce monsieur avait tous les problèmes des empereurs romains d'avant, c'est-à-dire qu'il était soumis à l'usurpation. C'est-à-dire que quand lui a été nommé, quand il a pris le pouvoir, il y avait d'autres personnes qui disaient « non, c'est moi l'empereur », etc. Donc en fait, il s'est dit « il faut que ma légitimité, qui n'est plus dans les mains du peuple avec une élection, et que je transmets de génération en génération, et qui est contestée, il faut que je la mette à un endroit sécurisé pour que mes enfants puissent régner après moi. » Et il s'est dit, bon, super, cette religion, elle est merveilleuse, alors je vais pas être Dieu, parce que le poste est déjà pris, il y a même le Fils de Dieu qui est pris, mais je vais être le représentant de Dieu sur Terre. Et donc, il a été le premier représentant de Dieu sur Terre, d'un point de vue chrétien. Et là, après, il a structuré son Église, il en a, comme l'Empire romain savait faire, et c'est là où on a maintenant l'Église romaine très structurée, avec un pape, des évêques, machin, etc. Et ça, en fait, c'est devenu un média avec une capacité à diffuser le même message à tout le monde à peu près au même moment. Alors, très compliqué, très cher à entretenir, parce qu'il faut payer tout le monde, mais c'était du jamais vu. Donc ça a très bien fonctionné jusqu'à l'imprimerie, qui a déstabilisé un petit peu ce monopole, en permettant notamment l'envol du protestantisme. Voilà. Alors je vais aller très très vite sur le reste, parce que... Non, ça va ? Bon. Alors, tout ça pour vous dire que chaque média, finalement, dominant, va structurer le mode d'exercice du pouvoir et d'influence par ses caractéristiques techniques. Nous, on fait tout le temps attention à la culture, une nouvelle génération qui pense si... C'est pas ça. Le sujet, c'est quel est le modèle, le process de distribution de l'information. Donc là, on quitte le domaine de la télévision en ce moment pour entrer dans celui des médias sociaux. Donc on voit bien que la télévision, c'est un média qui est centralisé, qui est très puissant, mais qui diffuse que dans un sens. Et il a donc, parce qu'il est centralisé, il a une capacité à être récupéré assez facilement. Vous avez quelques milliardaires qui veulent l'acheter, vous avez un président de la République qui dit que maintenant c'est lui qui décide, et tout le monde boit du petit lait. Donc ça a donné la capacité à nos gouvernants de finalement camper la posture un petit peu du dieu ou de la personne qui est légitime parce qu'elle est tellement parfaite qu'on dit non mais attends, ils sont trop forts. Voilà. Donc l'exemplarité. L'exemplarité, ça fonctionne, sauf quand on montre que finalement vous ne donnez pas l'exemple. Or, avec une petite posture à la télé, un bon conseiller en communication, ça y est, 3 interviews, on a l'impression que vous êtes à la fois hyper humain, puis vachement fort. Voilà. Donc ça a été super. Sauf que exemplarité et transparence, c'est compliqué. Donc là, il n'y avait pas de transparence, on ne savait pas ce qui se passait, il y avait juste de l'exemplarité. En matière de marque, en matière de structuration de discours de marque, on était à l'époque de la pub, du spot de 30 secondes. Donc on a formaté un certain nombre de communicants et nous, de consommateurs, au format très court. On parle court avec des slogans choc et c'est comme ça qu'on apprend. Bref, tous les éléments de complexité ont disparu des discours, ça emmerdait les gens. Donc on allait faire simple. On fait simple, on fait sensationnel parce que la télé, comme elle va solliciter beaucoup de vos sens, vision et l'ouïe, elle est plus convaincante que simplement la radio qui fait que l'ouïe ou simplement la presse écrite. Donc elle a cette capacité à nous émouvoir avec des messages simples, chocs, etc., même si on fait du simplisme. En attendant, on a été, nous, structurés par ça. Et puis, alors là, il y a une bande de geeks qui arrivent, qui inventent Internet, puis les médias sociaux, donc ils vont finalement équiper cette rumeur, et là, on a plein de données. On n'est plus obligé de répéter. Il faut juste toucher les gens parce qu'immédiatement, on peut faire un achat. Donc moi, dès que je suis touché par un message, parce que j'ai été targeté, parce que
etc., eh ben, je peux faire un acte d'achat, donc j'ai plus besoin de répéter, donc on peut parler plus long. On peut parler plus long et on peut viser la pertinence plutôt que la répétition. Ça, c'est très important. Donc les marques sont en train de se ruer sur cet élément de pertinence, il y a plein de data platforms, on fait plein de trucs, en oubliant parfois quand même que c'est super d'être pertinent, mais on a tous des copains qui nous connaissent par cœur et qui nous rasent. Ils nous embêtent, donc c'est bien d'être pertinent, c'est aussi bien d'être amusant, d'être créatif, de surprendre. Et quand j'ai entendu ce qui s'est passé hier notamment, avec les discours RSE, encore une fois, c'est bien la morale, mais au bout d'un moment, si simplement en changeant le logo d'un annonceur qui dit qu'il fait le bien, que machin, et c'est les mêmes thèmes, et en fait, vous n'avez plus de singularité dans le discours. Donc, gardez ça en tête, c'est pas parce qu'on est pertinent qu'on n'est pas chiant. Donc, bon, tout ça, finalement, vous le savez, les marques le savent, elles l'ont implémenté, et c'est d'ailleurs pour ça que quelle est la marque la plus connue du monde, vous voyez bien? Eh bien, vous ne savez pas. Non, ce n'est pas Coca-Cola, c'est un joueur de foot, c'est un influenceur, donc qui n'a jamais payé le moindre follower et qui est extrêmement suivi. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un être humain et qu'il est doté de tous ces éléments d'influence. Il est beau, il joue bien, machin, j'en sais rien, enfin, en tout cas, c'est ça. Et qu'ensuite, eh ben, avec cet outil formidable qui est là pour donner une capacité d'expression à des talents humains, eh ben, il va plus vite que les marques. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus organiser l'influence. L'influence, elle ne se décrète plus. Alors, on a vu ce matin que si, quand même, quand on est une plateforme, on peut avoir un rôle là-dessus, parce qu'on peut censurer, on peut faire des choses, mais vous, en tant que marque, vous ne pouvez plus vous mettre à quelques-unes et dire, écoutez, demain, la tendance, ça sera bleu, et ça sera bleu la tendance. Maintenant, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe et d'être beaucoup plus agile et d'être en fait en réaction avec ce qui se passe. Donc, les marques parlent dans le bruit, elles en ont perdu l'habitude. Et elles ne sont pas idiotes, elles voient bien que le côté « je suis une personnalité influente », ça fonctionne. Donc, elles vont essayer de redevenir des personnalités. Et elles vont essayer de redevenir nos amis. Formidable! Sauf que, vu le discours de déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elles nous balancent à chaque fois en expliquant qu'elles sont pures, sans tache, sans défaut, toujours positives et tout, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et puis se vanter tout le temps, les amis, nous, on n'aime pas trop. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se faire vanter par d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez été dans ces dîners où il y a toujours un énorme prétentieux qui n'arrête pas de parler de lui. C'est quand même beaucoup moins élégant que quand c'est 3 personnes qui parlent de ce monsieur en disant qu'il est formidable. Donc voilà, donc les influenceurs sont là pour nous vanter. Voilà. Et c'est formidable parce qu'ils ont plein, on a vu tout à l'heure, ils ont plein de principes, ils vont les mettre en action et on va être dans un monde sincère. Sauf que la sincérité, c'est compliqué. On peut avoir un discours sincère, mais si derrière, vous ne faites pas ce que vous promettez, vous vous faites rattraper par la patrouille. Et vous avez tout un tas de petits Edward Snowden de cafétéria là, qui sont là et qui vont vous balancer. On appelle ça la libération de la parole. Moi, à l'époque, on me disait que c'est une balance, mais c'est pas... Voilà. Donc même un ministre du budget ne peut plus planquer sa fraude fiscale. Donc, même les banques suisses balancent. Enfin, on vit dans un monde fou. Donc, on ne peut plus tromper 1000 fois 1000 personnes et il faut s'y coller. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la sincérité, ça veut dire qu'il faut tout changer. Donc, tout changer, ça veut dire quoi? Formidable, on va faire le bien, on va faire plein de choses. Mais le bien, c'est quoi aujourd'hui? Combien de définitions du bien existe-t-il au sein de notre société? C'est plus possible. On a des groupuscules moralistes qui sont en train de comprendre que l'entreprise était une géographie du pouvoir extrêmement forte et qui vont essayer, à la cafétéria, de vous faire bouffer ça, pendant les réunions de vous faire ça, qui sont pour ci, pour ça, etc. Et au bout d'un moment, ça devient complètement la foire d'empoigne. Alors pourquoi ça, cette quête de sens, tout d'un coup? Parce qu'on est devenu plus conscient que les autres et que les générations d'avant? Pas du tout. Avant, le sens, on l'avait au biberon. On naissait dans une région, moi, vous voyez, parce que si j'étais né au XVe siècle, j'aurais été auvergnat, j'aurais parlé patois, j'aurais été catholique, je suis un garçon, j'aurais été laboureur, et c'était comme ça. Le sens de ma vie, il était dicté par ça. Maintenant, comme les grandes religions, le communisme, etc., se sont aussi effondrés, eh ben, nous n'avons plus cette quête de sens gratuite. Donc ce sens gratuit, donc il faut partir en quête. Et là, vous avez toutes ces petites chapelles qui vont vous dire « moi, c'est mieux, les autres sont nuls, etc. » Et on se retrouve au milieu d'une grande dispute où, franchement, on se fait agresser tout le temps, on ne sait plus quoi penser, et c'est compliqué. Bon, tout ça, ça arrive dans le monde de l'entreprise. Parce que comme on a perdu le sens de la vie, on va chercher un sens par notre travail.
Mais avant, le sens du travail, on disait, de toute façon, les générations d'avant, ils s'en foutaient du sens au travail. Ben, non, le sens du travail, c'était de les empêcher de mourir de faim. Ils n'allaient pas à l'usine, ils crevaient de faim. C'est pas compliqué, donc ça, c'est quand même assez simple de savoir pourquoi on se lève le matin. Aujourd'hui, franchement, le fait de ne pas mourir de faim, c'est pas suffisant pour se lever et tout, parce que voilà, on est dans une... Ouais, allez, je termine. Il faut que j'aille vite. Voilà, bon, tout ça pour vous dire, j'allais très vite, qu'on réinvente la complexité. On remet de la complexité auprès du manager parce que lui, il commence à devoir driver ces dizaines d'engagements moraux qui vont générer des réunions, du reporting, tout un tas de trucs et de l'indécision. Bilan, explosion des burn-out. Hein. Bon, alors c'est coupé, mais il y avait vague de burn-out chez Google. C'était drôle. Et bref, ça part en vrille. Et quand ça part en vrille, moi, je vous invite à rouvrir les livres d'histoire, à vous rappeler que toutes les révolutions sont des menteuses, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui demeurent que de choses qui changent quand on vous annonce une révolution, que les grands moralistes, ouais, c'est super, mais enfin, ça reste quand même un petit peu les hommes de caverne qu'on a connus à une époque, que c'est pas parce qu'on change de mots que les réalités vont changer, et que c'est super de se dire on a des nouveaux process qui vont faire que l'intelligence collective va régler tous les problèmes. N'oubliez pas qu'il y a aussi la bêtise collective, qui est à peu près aussi répandue que la première. Bref, il n'y a pas de remède miracle. Et pour répondre à la question qu'est-ce qui est en train de prendre le pouvoir, on voit bien aujourd'hui que le pouvoir, c'est plutôt les GAFA, et que quand ils veulent l'exercer, ils sont capables de l'exercer à très très haut niveau. Voilà, j'en ai fini, ça fait 15 minutes pile. Parfait. Merci beaucoup, Laurent Moisson. Donc, rouvrez les livres d'histoire et procurez-vous ce livre-là. On adore le titre. Merci beaucoup. On va clôturer sur cet échange. C'était passionnant, c'était vif et sans filtre. Donc, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, Laurent Moisson. Merci beaucoup. Et donc, ce livre... Alors, on va recevoir, et ça sera en direct de Madagascar, le dernier invité de cette partie, on le rappelle, dédiée aux nouvelles formes et relais de croissance dans le monde de la communication. Et donc, on va pouvoir s'entretenir, et c'est une chance, avec Patrick Pizal-Amida,